Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au cœur d'un long week-end et vous le savez, vous n'êtes jamais seul avec la libre antenne d'Europe 1. Sophie Peters a pris quelques jours et j'aurai donc le plaisir de vous accompagner jusqu'à 1h du matin ce soir et ces 2 prochains jours. Vous savez que l'on peut tout se dire, se confier, réfléchir ensemble à ce qui vous tracasse, vous questionne. Il suffit juste de nous joindre au 39 21. Quentin et Corentin sont là à votre écoute et vous guident jusqu'à moi. Et puis, pour vous aider et vous écouter, tous les auditeurs envoient leur SMS au 7 39 21 en faisant précéder leur message du mot « nuit ». Vous avez également sur europe1.fr la possibilité de nous adresser des courriels, rubrique Libre Antenne. Et c'est ce soir Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Bonsoir Hervé. Bonsoir Roland. Merci de nous avoir joints au 39 21. D'abord, permettez-moi de féliciter votre équipe. Merci, parce que vous écoute. êtes une radio formidable. C'est gentil. Ah oui, tous. non, mais c'est sincère. Oui. Ouais, parce que j'écoute régulièrement les émissions. Jean-Marc Morandini, que j'adore. Laurent Zotto. Thomas. Thomas Soto, ouais, le matin. Ouais. Et aussi le matin à partir de 5h. Parce que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, donc voilà, j'écoute beaucoup Europe numéro 1. Europe 1 vous accompagne. Ah oui. Et vous savez, c'est une radio que j'écoute depuis les années 60, on va dire. Je suis né en 51, j'ai 65 ans. Hein. Mmh. Mais c'est une radio qui m'a toujours fasciné, passionné. Je vous confirme que cette radio continue à être fascinante pour ceux qui écoutent et pour ceux qui y travaillent aussi. Il y avait un journaliste que j'aimais beaucoup à l'époque, je ne sais pas s'il est décédé, le pauvre, parce que je l'aimais bien, c'était André Arnaud. Ah. Ça vous parle pas? Oui. Si, ça me parle un petit peu. Par contre, un journaliste que j'adore, ouais. C'est le Basque, là. Comment s'appelle-t-il? Apathy, Jean-Michel Apathy. Voilà, tout à fait. Ah oui. Et oui, il est sympathique, Jean-Michel. Vous le retrouvez effectivement. Il n'a pas la langue dans la poche. Hein. De 12h à 14h, oui. Ouais, il est génial. Alors, vous nous avez appelé pour nous parler de la grille de repas ou nous parler de vous? Racontez-moi, je vous explique. Voilà, oui. Je suis non-voyant. Oui. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai perdu la vue, j'avais 14 ans. Et j'ai fait la connaissance d'une jeune femme, puisqu'elle a 46 ans. Elle a 19 ans de moins que moi. Et bon, parce que moi, quand je vais sur des réseaux de rencontres, je ne dis pas que je suis non-voyant quand même. Hein. Je le dis après, quand j'ai la personne au bout du fil. Voilà. Et elle m'a dit, où est le problème? Bon, voilà. Elle m'accepte, mais non, sexuellement, on va dire que ça se passe bien. Mais elle n'est pas très câline. Vous lui avez dit? Oui. Qu'elle n'était pas très câline? Elle a reconnu. Pardon, excusez-moi. Elle a reconnu, elle m'a dit oui, c'est vrai, mais je suis prête à faire des efforts. Bon. Est-ce que vous pensez que... je pense que est-ce que le problème se situe là? Est-ce que c'est vraiment le problème du peu d'affection ou du peu d'empressement à vous câliner, ou est-ce que c'est peut-être la différence d'âge qui vous pose un problème? Moi, je suis très préliminaire, c'est-à-dire que quand je fais l'amour, ouais. Je ne fais pas ça en 5 minutes, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, mais... Alors, mais prenez un peu d'eau. Vous avez un petit peu d'eau à côté de vous? Ne vous inquiétez pas. Ça va. Non, mais je m'inquiète pas. Juste un petit peu d'eau, ça va vous éclaircir la voix, peut-être, Hervé. Ce que je veux vous dire, Hervé, quand vous vous êtes rencontrés au début, c'était pas seulement la relation purement sexuelle. Il y avait une autre relation. Elle est très vaginale, elle. Elle est très vaginale, c'est-à-dire en pénétration. D'accord. Mais je la trouve pas suffisamment câline. Mais et autrement, hormis ce point, regard... Je commence à faire des efforts quand même, hein, parce que moi, c'est vrai que je suis très modou, vous voyez, c'est chéri, mon petit cœur, enfin, vous voyez, c'est comme, même je l'appelle ma douce mésange bleu en plus. Mais alors la différence d'âge ne vous pose pas de problème quand même, Hervé? Un petit peu au départ, mais c'est vrai qu'elle a une très jolie voix, parce que vous savez, nous, les non-voyants, je pense, que nous sommes sensibles aux voix féminines. Moi, si la voix ne passe pas, déjà, ça me pose un problème. Et elle, cette différence d'âge l'ennuie ou pas? Lui pose problème? Non, apparemment, non. Et alors, vous voyez à quelle cadence vous habitez ensemble? Vous vous voyez de temps en temps? Non, voilà. Alors, je vais vous dire, sincèrement, on se voit 1 à 2 fois par semaine. Elle habite pas trop loin de chez vous?
Elle habite à 70 km, à peu près 70 ouest de chez moi. Donc quand elle vient, généralement, elle reste chez vous? Comment, pardon? Quand elle vient, elle reste chez vous, généralement? Alors, elle vient le matin, elle arrive vers les 10h15, elle repart à 15h15. Elle a le permis, mais bon, elle n'utilise pas sa voiture, elle utilise les transports en commun. C'est-à-dire, elle prend le train jusqu'à Toulouse, puisqu'elle habite à côté de Saint-Gonès, dans la Haute-Garonne, et elle reprend le bus pour monter chez moi. D'accord, mais pourquoi elle ne passe pas plus de temps avec vous, chez vous C'est-à-dire qu'elle a un gamin de 14 ans. Ah, d'accord. Ouais. Elle me dit, mais sois patient, ne mets pas la charrue avant les bœufs, voilà. Mais elle a envie quand même que cette relation s'installe, soit une relation plutôt sérieuse? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah oui, elle me dit que c'est sérieux, qu'elle est très bien avec moi, que je l'impressionne, que voilà, le fait que j'ai un handicap, ça ne la dérange pas du tout, quoi. D'accord, bah ça c'est bien. C'est bien, vous le vivez pas vous le vivez vraiment comme un handicap, Hervé? Comment, pardon? Le fait d'être non-voyant, vous le vivez... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Quoi, pas du tout? Ça veut dire quoi, pas du tout? Bah, pas du tout, c'est-à-dire je suis un être humain comme tout le monde. Voilà, oui, mais vous vous définissez pas par le fait que vous ne pouvez pas voir. D'accord. D'ailleurs, je veux pas qu'elle me fasse la vaisselle, je lui écoute ça. La vaisselle après, quand tu t'en vas, à 15h15, bon, à peu près, bon, je me tape la vaisselle après, quoi, voilà, quoi. Vous parlez beaucoup avec elle, Hervé? Oui, énormément. Parce que c'est une femme très cultivée. Elle possède quand même une culture beaucoup plus importante que la mienne, quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est-à-dire qu'elle a un bac de comptabilité. D'accord. Mais elle n'exerce pas cette profession-là. Voilà, elle travaille en intérim, un petit peu partout, chez personnes âgées, elle fait du ménage, du courrier, elle amène les personnes âgées faire des courses, et elle travaille chez un boucher charcutier également. Et quelle a été sa vie avant vous? Elle était donc... Elle a eu pas mal d'hommes quand même, hein, ça me l'a avoué. D'accord, ça vous a posé un problème, ça? Non, pas du tout. Non? Non, parce que moi j'ai eu pas mal de femmes aussi. Mais j'avais toujours tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Donc j'ai vécu des expériences un peu tordues, on va dire, un peu bizarres. C'est-à-dire, comment on pourrait dire ça? Je m'investissais pas dans... C'était plutôt sexuel, voilà. Les relations habituelles que vous avez avec les jeunes femmes, c'est ce que vous dites? Comment, pardon? Les relations que vous avez habituellement avec les jeunes femmes sont purement sexuelles? Que j'ai eu, oui. D'accord. Et avec elles, vous avez envie d'autre chose? Ça se passe très bien, à part que je vous dis, elle n'est pas très câline, quoi, elle est pas... Mais vous avez envie d'autre chose qu'une pure relation sexuelle? Vous avez envie de construire quelque chose avec elle? Il n'y a pas que la sexualité qui compte, de toute façon. Hein. Mais oui, je suis d'accord. Hein? Ouais. Bon, voilà, quoi. Mais bon, on dirait, hein, maintenant, elle me dit pas, elle m'appelle plutôt par mon prénom, Hervé, que de me dire mon chéri ou des choses comme ça. De temps en temps, elle me le dit maintenant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Hervé? Depuis le mois de novembre, depuis le 9, pour être précis. Depuis le 9 novembre? Ouais. Oui, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Ben oui, ça fait presque 6 mois quand même. 6 mois? Hein? 6 mois et vous vous voyez 2 fois par semaine à peu près, 1 à 2 fois par semaine. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais elle est adorable, quoi. Je veux dire, c'est une femme très gentille, très... Voilà, quoi. Vous savez, moi j'ai tendance à penser, Hervé, que chacun... J'ai tendance à penser que chacun trouve son compte dans la relation qu'il construit. Oui. Vous trouvez, alors partiellement votre compte, vous auriez aimé qu'elle soit plus câline, plus affectueuse, plus... en tout cas dans les mots qu'elle pourrait vous dire. Ouais. Mais quand elle est là quand même, vous me dites que la relation se passe plutôt bien, la relation sentimentale, sexuelle se passe plutôt bien. Oui, parce que bon, vous voyez... Ça veut dire qu'il y a un vrai désir de part et d'autre et c'est déjà bien. Je vais vous expliquer. Comme on est en libre antenne, en parlant correctement, au niveau fellation, impeccable, elle est formidable. Mais bon, elle n'aime pas que je lui éjacule dans la bouche, je la respecte. Hein, d'accord? Mais quand je vais sur elle pour éjaculer, elle est pressée. Et moi, je n'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui éjacule au bout de 5 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, mais c'est des choses qui peuvent, je veux dire, avec le temps... Vous pensez que ça peut se corriger, ça? C'est pas une question de corriger ou pas. Ouais. C'est une question simplement de sensation et de
de relation et voilà, vous allez construire une relation avec elle sur tous les plans. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez la communication, vous arrivez à parler, vous vous exprimez, on l'entend, Hervé, vous êtes assez franc, assez cru même, vous vous exprimez, donc j'imagine que vous devez le faire également auprès d'elle assez librement aussi. Ouais. En plus de ça, c'est une femme qui est mignonne physiquement et très bien, quoi. Comment vous le savez? Au toucher. Ouais. Au toucher, ouais. Ben oui. Attendez, ce que vous voyez avec vos yeux, nous on le voit au toucher, les non-voyants. Et je vais vous dire une chose, Roland. Vous savez, quand on me dit le mot aveugle, j'aime pas le mot aveugle. Le mot aveugle, c'est destiné pour moi à ceux qui ont des yeux, qui ne voient rien avec leurs yeux, qui ont de la merde dans les yeux. Excusez-moi mon expression. C'est joliment dit, ouais. Ouais, et c'est vrai. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas le sujet en ce qui la concerne et en ce qui vous concerne. Le sujet n'est pas de savoir si vous voyez ou pas. Le sujet est de savoir si vous pouvez bâtir une relation sur le temps, si elle peut se construire durablement à tout niveau. Moi, j'aimerais que ce soit mon dernier amour. J'aimerais finir ma vie avec elle. Mais vous avez des sentiments amoureux? Parce que vous nous avez parlé beaucoup de sexe, mais est-ce que vous avez des sentiments amoureux? Ah oui, absolument. Vous avez des sentiments amoureux. Je suis beaucoup plus démonstratif qu'elle. Oui, c'est ça, mais on peut pas. On n'est pas forcément là. On n'a pas le même seuil de démonstration. Plus que l'autre dans l'amour aussi, non? Non, pas forcément. On aime différemment, on n'aime pas plus. Il n'y a jamais une intensité de sentiment. On aime même parfois mal en aimant beaucoup, donc ça veut rien dire. Je pense que on aime différemment en fonction de son histoire, en fonction de son parcours, en fonction des affections même qu'on a reçues. Elle est peut-être pas très démonstrative parce que du fait de ses parents ou de sa famille, elle n'a pas reçu peut-être une véritable démonstration amoureuse. Je pense qu'elle n'a pas été non plus parce que par rapport à ce qu'elle m'a dit, les expériences, des hommes elle en a eu, elle a été mariée comme tant d'autres et puis elle a vécu en concubinage. Je pense qu'elle a été déçue aussi par les hommes, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, de la différence des 19 ans dont vous nous parliez au début? Est-ce que vous pouvez parler plus fort parce que je vous entends faible? Je vous disais, qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, des 19 ans de différence? Là-dessus, elle ne fait pas d'obstacle, si vous voulez, par rapport à l'âge, elle s'en fout, quoi. L'âge, elle s'en fout. Parce que c'est vrai que, je vais vous dire honnêtement, j'ai 65 ans, je n'ai pas encore le cheveu grisonnant. Je n'ai jamais fait un diagnostic d'analyse ou quoi que ce soit au niveau santé, parce que je suis en parfaite santé, et je n'ai pas de rides. Elle me dit, tu m'aurais pas dit que tu avais 65 ans, puisque j'avais 64 ans quand je l'ai connue l'année dernière. Elle me dit, tu n'as pas de rides, mais tu m'aurais pas dit que tu avais 64 ans. Je t'aurais pas cru, parce que franchement, on te les donnerait pas. C'est vrai qu'on me donnerait 50, 55 ans à peu près. Alors, Hervé, c'est pas une... Hervé, cela veut dire que ces 19 ans, vous devez les mettre de côté. C'est pas un problème. Donc, ça ne doit pas, cette différence d'âge ne doit pas rentrer en ligne de compte aujourd'hui, puisque elle aujourd'hui, elle s'en accommode parfaitement et c'est pas quelque chose et vous aussi. Donc aujourd'hui, il faut juste que vous soyez prudent sur la relation que vous êtes en train de construire avec elle. C'est pas mal le fait que vous voyez pas non plus tellement souvent le fait qu'elle ait sa vie également et que vous preniez un peu de bon temps lorsque vous vous voyez. Lorsque vous voyez, vous n'avez pas que des relations sexuelles. Vous avez le temps de parler, de déjeuner ensemble. Non, et puis, vous savez, moi, je suis petit pour un homme. Je mesure qu'1m55, elle mesure 1m65. Elle m'a dit, mais alors? Elle me dit, où est le problème? C'est pas parce que moi, je suis plus grande que toi. Moi, je fais pas d'obstacle à ça, quoi. Je me fais pas de barrière, quoi. Je me crée pas de barrière, quoi. Ouais, non, mais je pense qu'Hervé, vous avez parfaitement cerné aujourd'hui le type de relation que vous avez envie d'avoir avec cette femme. Je l'aime, j'ai des sentiments, moi. Et elle vous dit qu'elle a des sentiments? Ah oui. Oui, elle me dit oui, mais elle n'est pas très mot d'amour, quoi. Elle n'emploie pas trop le mot chéri, je t'aime, je sais pas, enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut se dire en amour, oui, quoi. Mais ça peut... Oui, mais c'est voilà, elle a peut-être pas envie d'exprimer de cette façon les choses. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
Ah oui, j'aime beaucoup cette phrase. Alors voilà, on va rester là-dessus. Je pense qu'elle vous prouve son amour en restant avec vous, en venant vous voir, en faisant 70 kilomètres pour vous rencontrer. Ouais, parce que vous vous rendez compte, elle habite à côté de Saint-Gaudens. Elle prend le train jusqu'à Toulouse. Ouais. Et puis elle prend le bus pour venir chez moi dans mon village. Ça lui fait à peu près 2 heures de trajet. 2 heures pour repartir. Il faut le faire, c'est vrai. Vous voyez que c'est une véritable... Alors qu'elle conduit, elle a le permis de conduire en plus. Mais elle m'a dit, mais tu sais mon chéri, bon, ma voiture elle est vieille, elle a plus de 200 000 kilomètres. Voilà, elle l'utilise uniquement pour son travail parce qu'elle travaille en intérim, voilà. Écoutez, moi je pense que vraiment, pour le coup, vous êtes tous les deux sur une même longueur d'onde. Vous vous exprimez assez facilement, Hervé, donc vous lui dites très clairement les choses. Ouais. Elle les entend et elle les comprend et elle est accessible à tout ce que vous lui dites et elle a envie de nouveau de se retrouver avec vous régulièrement. Donc vous êtes plutôt sur... Elle fait beaucoup d'efforts de ce voilà, côté-là, puisqu'elle vient pratiquement maintenant 2 fois par semaine quand même. De 10h15 le matin jusqu'à 15h15, vous voyez à peu près, parce qu'il faut qu'elle reprenne le bus pour descendre à Toulouse et prendre le train après pour remonter chez elle à Saint-Gaudens. Donc non, je pense mais je pense qu'elle vous prouve son attachement. Donc Hervé, ne vous posez plus de questions, continuez. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur la bonne voie, Hervé, avec elle. D'accord. Voilà. Et voilà, et rappelez Caroline ou Sophie pour lui raconter. Collègues là. Ouais, elles sont formidables, je vous confirme. Elles sont super, oui. Voilà. Alors je sais, tout le monde me dit, alors je vous dis quand même tout ce que nous disent les auditeurs. Mais voilà, vous savez que je vous écoute, vous aussi, vous avez des chroniques, vous faites des absolument, chroniques. Ouais, absolument. Voilà. Je fais des... Alors, on nous dit que vous avez donné... formidable. Alors, Hervé, je vous dis tout. Les auditeurs et auditrices nous disent que vous avez donné beaucoup de détails d'ordre sexuel que Caroline n'aurait pas forcément, vous aurez peut-être pas laissé faire et raconter autant de détails. Voilà. Flora nous dit l'âge, elle s'en fout, heureusement. Et c'est très bien. Donc vous pouvez continuer votre relation. Okay. Voilà. Oui, parce que notamment demain. Parce que demain, je vais être en relation, je reçois un couple d'amis, voilà, demain. D'accord, ouais. Donc on va manger un bon cassoulet demain. Très bien. Parce que j'adore cuisiner en plus. Et Monica nous dit, tenez-nous au courant de la date de votre mariage. Vous voyez, on a beaucoup d'espoir pour vous. Non, vous n'avez pas envie de vous marier? Non, j'ai été marié déjà. J'ai 3 enfants, malheureusement, que je ne vois pas. Je ne connais même pas mes petits-enfants. Mais bon, ah bon, pourquoi Je ne sais pas. Vous savez, les enfants sont ingrats parfois. Je ne suis pas le seul d'être dans cette situation. Et ils voient leur maman Je ne sais pas. Puisque j'ai rompu tout lien moyen. Mais vous aviez rompu avec la maman et les enfants? Je n'ai plus de communication avec ni l'une ni l'autre, quoi. De vos 2 enfants? Comment? De vos 2 enfants, vous dites? 3 enfants. 3 enfants, ouais. J'ai 2 garçons et une fille. Mais vous Corinne. Vous les avez pas vus depuis combien de temps? Comment, pardon? Vous les avez pas vus depuis combien de temps? Oh là là, ça fait des années. Et pourtant, j'ai élevé ma fille quand elle a voulu quitter Besançon, parce qu'elle était à Besançon avec sa maman, puisque ma femme était byzantine. Je l'ai connue dans un camp dans l'Ariège. Et donc, on s'est mariés au bout de 6 mois. Bon, c'est pas un mariage d'amour, en plus. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les circonstances, c'est la vie, c'est comme ça. J'en avais marre d'être avec mes parents. Voilà, j'avais envie d'être un petit peu plus autonome et indépendant surtout. Vivre ma vie de couple. Et puis bon, j'ai fait 2 enfants avec elle, Joël et Corinne. Voilà, je vous les cite. Et Vivien, que j'ai eu avec mon ex-concubine, que j'ai vécu 14 ans. Faut éviter de donner des noms. Oui, mais je sais. Mais bon, ils n'écoutent pas de toute façon, on s'en fout. Mais vous êtes meurtri de ne pas avoir de leurs nouvelles? Bien sûr. Et vous ne voulez pas essayer de renouer avec eux? J'ai essayé. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Rien? Rien. Mais vous savez pas pourquoi ils ne veulent pas vous parler? Mais non, c'est ça. Parce que, regardez, ma fille, bon, je ne dirai pas son prénom, mais je me suis occupé d'elle de 16 ans à 18 ans. Je l'ai élevée. Je lui ai même trouvé un emploi.
Mais vous dites de 16 ans à 18 ans, mais avant 16 ans et avant 16 ans. Elle est partie vivre chez son copain. Hervé, vous nous dites de 16 ans à 18 ans, mais avant 16 ans? Pas de nouvelles. Non, mais avant 16 ans, vous n'aviez pas de nouvelles de vos enfants avant? Alors si, parce que quand j'étais avec mon ex-concubine, on allait chercher soit à Besançon, après, bon, on s'est arrangé pour aller chercher à Narbonne. Donc je prenais mes enfants régulièrement pour les vacances de Pâques, Noël et grandes vacances comprises, pardon. Voilà. Mais après, bon, voilà quoi, il s'est trouvé que, je ne sais pas, bon, mon fils, l'aîné, ne me parle pas, l'autre non plus, ma fille non plus, ne m'en parle plus, donc voilà quoi. Mais si moi, vous savez, on peut toujours, je cherche pas à me culpabiliser parce que si j'avais une raison encore, vous voyez, s'il pouvait m'expliquer pourquoi il ne me parle plus. Après, on peut toujours dialoguer, dire voilà, papa, je te reproche ceci, je te reproche ça, mais même pas. Et votre ex-compagne ne vous dit pas pourquoi vos enfants ne veulent pas vous parler? Absolument pas. Non. Ah, on a deux histoires en une en fait aujourd'hui, Hervé. On a vos enfants qui me soucient parce que ne pas parler à ses enfants ou des enfants qui ne parlent pas à leurs parents, c'est triste. Je pense suffisamment donné, quoi. Je pense, sincèrement, peut-être que j'ai fait des erreurs, je sais pas, mais j'aimerais qu'on m'explique, quoi, si j'ai fait des erreurs, et puis c'est tout. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants? Alors, ne donnez pas les prénoms. Pardon, excuse-moi. L'aîné, il est né en 77. On est en 2016. Corinne, pardon, elle est née en 78. Et le dernier que j'ai eu avec mon ex-concubine, il est né en 81. Ouais. Voilà. Donc ils ont 40 ans pour les uns. Et j'ai même pas été invité au mariage de mon fils du dernier que j'ai eu avec mon ex-concubine. Voilà. Avec qui j'ai vécu 14 ans, on a fait construire une maison. Est-ce que vous avez eu finalement des enfants, deux enfants avec oui, avec ma maman, une première maman et ensuite une première compagne et ensuite un dernier enfant avec une autre. Et les trois se voient ensemble? Comment, pardon? Les trois enfants se voient? Enfin, sont en relation? Écoutez, je sais qu'ils étaient en relation. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont toujours en relation. Ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Mais ils l'étaient, en tout cas, à l'époque. Ah oui, tout à fait. Mais là, je ne sais pas. C'est une triste histoire, Hervé. En tout cas, c'est vrai que vivre vous savez, sans... Si j'étais à la hauteur d'écrire un livre, je le ferais pas volontiers. Ouais, il me faudrait un éditeur, trouver quelqu'un, parce que j'aurais beaucoup de choses à raconter, quoi. Après, je suis pas un homme parfait non plus. On a tous des défauts, ouais. Personne n'est parfait. Mais je suis quelqu'un de très gentil, de convivial, tout ce que vous voulez, quoi. Comme je dis, malgré que je sois athée, chez moi, c'est la maison du bon Dieu, vous voyez. Voilà. C'est triste, Hervé, c'est triste, mais j'espère que vous aurez... Non, c'est triste de ne pas avoir... Il faut s'y faire. De pas être en relation avec sa propre famille. Bien sûr que c'est triste, si vous voulez, je suis d'accord avec vous, mais que voulez-vous faire? Je ne vais pas me taper la tête contre les murs, dire, voilà, il y en a d'autres qui sont plus malheureux que moi, qui sont dans des situations beaucoup plus critiques que moi. Et je pense à ces gens qui souffrent aussi. Bien sûr. Bien sûr, Hervé. En tout cas, écoutez, vous nous aviez appelé pour cette jeune femme avec laquelle vous êtes. Et voilà, et l'ensemble des auditeurs pensent que c'est pas une mauvaise idée de poursuivre votre histoire. Ah oui, parce que je l'aime. Alors voilà, on vous souhaite, et voilà, comme dit Monica, tenez-nous au courant de la date du mariage. Ou en tout cas, non, il y aura pas quand on dit le mariage, en tout cas, peut-être de... Roland, je vais vous dire quelque chose pour terminer. Je pourrais rencontrer la femme la plus extraordinaire de la planète, que c'est pas pour autant que je l'épouserai. Après, il faut dire... non, il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Oui. Voilà. Elle vous fera peut-être changer la vie. En tout cas, merci Hervé pour votre appel. Merci pour votre appel. Vous avez été très sympa et je vous remercie pour les bons conseils que vous m'avez donnés, Roland. Merci Hervé, passez une bonne soirée. Continuez votre émission parce qu'elle est super. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Voilà, j'appelle parce que
Aujourd'hui, en fait, là, j'ai vraiment besoin de parler avec quelqu'un et bon, il se trouve que mon médecin ne peut pas me recevoir, une psy. Pour la contacter, il faut peut-être, je sais pas, voire 3 semaines, le rendez-vous. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai eu un gros clash avec mon fils. Et ça se passe mal depuis très, 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 très longtemps. Quel âge a votre fils, Marie ? Mon fils a 45 ans. Il vit avec vous ? Oh, c'est très difficile. En fait, en ce moment, il est en semi-liberté. Ouais. Donc, il vit pas, mais bon, il passe régulièrement à la maison parce qu'il est dans un foyer, donc il a juste le permis de rester dehors pendant la journée. Et le soir, il réintègre un foyer, c'est ça. Il réintègre un foyer. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça a été très violent. Ça a été violent la semaine dernière parce qu'il m'a soulevé par les bras presque en me bousculant. Je peux pas porter plainte parce que ce serait le refaire repartir. C'est très bon, quoique l'envie m'en manquerait pas, mais en fait, et aujourd'hui ça a été pire encore parce que dans la rue, je suis allée voir une amie, sa copine en fait, pour lui dire son comportement, pour lui dire qu'il y avait des factures à payer qu'il ne payait pas et que je ne peux plus payer pour lui parce que je suis veuve et je suis retraitée et je n'assume plus quoi. Alors, pourquoi d'abord c'est la première fois qu'il se retrouve d'abord en prison, maintenant en semi-liberté, mais c'est la première fois qu'il... Oui, c'est la première fois. Il est sorti, il est rentré en 2013, donc voilà, il a cumulé jusqu'en 2000. Il est sorti au mois de janvier, hein. Mais sa peine n'est pas finie, donc on lui fait faire une semi-liberté. Oui, c'est ça, c'est le juge de l'application des peines qui a finalement organisé le fait qu'il a dû avoir une assez bonne conduite quand même en prison. Oui, mais c'est quelqu'un qui est très violent en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est violent. Il purgeait une peine pourquoi ? Il avait été condamné pourquoi ? Bon, en fait, il a tué personne. C'est pas quelqu'un pour la drogue. Hein. Pour la drogue, parce que pas en tant que consommateur, mais en tant que dealer. D'accord, c'était la première fois qu'il était arrêté pour ce type d'infraction ? Oui, c'était la première fois. Donc il est resté quand même assez longtemps, on va dire 34 mois à peu près. Bon, mais même en étant là-dedans, quand je suis allée le voir, on avait beaucoup de violence verbale, hein, pas loin du physique, mais bon. Vous avez l'impression qu'il vous en veut, Marie, pourquoi ? Il vous en veut à vous ? Il vous rend responsable de sa situation ? Non, pas du tout. Je crois qu'il m'a jamais aimé en fait. Hein. J'ai une fille, sa sœur en l'occurrence. Mon mari est décédé et je crois qu'il n'aime pas du tout la famille. On a bien, j'en ai beaucoup parlé avec son médecin que je connais bien, mon médecin qui le connaît bien, la psy que j'ai suivie, que j'en ai parlé. Et en fait, c'est très violent, c'est très dur parce que j'ai été obligée de vendre ma maison pour partir parce que c'était sans fin. C'était sans fin. C'est en fait, je pense qu'il a une maladie. Son médecin m'a parlé de borderline. Mais on peut pas mettre un nom sur sa maladie parce que il n'a jamais été ausculté, ni visité, ni vu, ni consulté, ni quoi que ce soit. Même en prison, il n'a pas vu de psychologue. Même en prison, parce que peut-être qu'il a eu un expert, certainement, mais pas assidu. Et comme c'est quelqu'un qui sait très bien faire semblant, je pense que je ne sais pas s'il est bipolaire, je ne sais pas du tout. En tout cas, Marie, si on commençait par le début, votre fils aujourd'hui a 45 ans, il a purgé une peine, vous nous dites, de 36 mois, et aujourd'hui il est en semi-liberté. Mais et vous nous dites finalement aujourd'hui, vous en faites un portrait où vous dites qu'il n'aime pas la famille, il ne vous aime pas, semble-t-il, il n'a pas de relation avec sa sœur. Tout n'a pas
été comme ça depuis le début, quand il vivait avec vous, avec votre mari, lorsque votre mari était de ce monde encore. Comment ça se passait? Comment s'est passée son éducation? Comment s'est passé vos relations? Toujours pareil. Pourquoi? Parce que votre mari est mort il y a combien de temps? Mon mari est décédé il y a 8 ans. Et il a grandi à son... René d'ailleurs pose la question, elle demande s'il a grandi avec son père à la maison. Ah oui, tout à fait, puisque j'ai perdu mon mari il y a 8 ans. Je sais pas, on aurait fêté peut-être 50 ans de mariage, je m'en souviens plus exactement. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez, bon, moi je suis encore dans ce deuil, dans cette tristesse, dans ce manque de mon mari. Hein. Il me manque terriblement. Je pleure tous les jours. J'arrive pas. Et mon fils en question, bon, on va l'appeler Jean. Et ça a toujours été comme ça. Mon mari, l'aimait beaucoup. Peut-être qu'on s'est beaucoup trompé, je ne sais pas. Au plus profond de moi-même. Il était violent également avec votre mari? Ah oui, ça a toujours été. C'était pas donc vous avez toujours rencontré des difficultés, même à l'adolescence. Oui. Il a eu un parcours scolaire chaotique. Il a pas fait d'études. Complètement. J'étais appelée sans arrêt. Jusqu'à ses 15 ans, même pas, oui, c'est 15 ans, puisque 15-16 ans, il a dit, bon, c'est fini, on m'appelait presque tous les mois, j'étais obligée d'aller. Et vous avez jamais compris pourquoi il avait cette violence? Ah, c'est très dur, docteur, je peux vous appeler docteur, je sais pas comment. Non, je suis pas Roland, je suis pas docteur du tout. Roland, voilà. Au plus profond, et c'est très difficile parce que j'arrive quand même pas loin des 70 et je me pose, je sais pas, je cherche, je ne sais pas, je comprends pas depuis. Qu'est-ce qu'il disait votre mari, lui, quand il était? Mon mari était très peiné, était toujours. Mon mari est mort d'une mort, ça a été assez brusque aussi, violent aussi pour moi parce qu'il est mort en 10 minutes. J'ai pas pu lui dire au revoir, il est mort dans mes bras, il a eu une crise cardiaque au lever à 7h du matin, voilà, je partais travailler, c'était très dur. Et votre fils, comment il a affronté ce décès, la disparition de son père? Alors, à l'église, autour de 300 personnes, il était bien shooté, et puis il était très mal élevé, très mal poli. Il a été. Il est provocateur, votre fils? Oh oui. Ah oui, au maximum. Hein. La famille qui est venue de très loin, il leur a parlé comme. Je sais pas comment vous dire. En leur disant, toi, tu es un hypocrite. Toi, on t'a jamais vu. Toi, t'es qui? Voilà. Ce genre de discours. Il est totalement désinhibé, votre fils. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il pense. Et il vit dans le déni total. Le déni de quoi? De tout. De quoi? De ses difficultés, de ses problèmes? De tout. Je l'ai aidé. Je suis allée le voir à la mort de son père et il m'a fait des choses atroces. Des choses mais atroces, je veux dire, au niveau financier, quoi. Mais de quoi il vivait alors avant de vivre malheureusement? Il a toujours travaillé. Alors, de quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Mais il travaillait avec son père. Ah, il travaillait avec son père. Il avait un très bon travail. Il gagnait bien sa vie. Il était dans le secteur aérien et en fait, il a tout perdu, hein, c'est clair, hein. Parce que bon. Et quand il gagnait bien sa vie, quand il travaillait avec son père, il avait ce même problème encore, ce problème relationnel, parce que vous le décrivez comme étant asocial. Oui, avec son père pareil. Son père arrivait du travail en s'enlevant la cravate, en râlant, surtout parce que j'en peux plus, je peux rien lui demander. Il l'humiliait devant des personnes alors que mon mari était quelqu'un de très très bien, tout le monde l'appréciait beaucoup au niveau du travail. Et votre fils que vous appelez Jean, donc il s'appelle pas Jean, j'ai bien compris, mais on va l'appeler comme ça. Voilà, je connais l'émission. Hein. Oui, vous avez bien fait, Marie. Mais votre fils a des amis, a une vie sociale, il a une petite amie? Non. Il a une petite amie. Alors c'est pareil, je vais rentrer encore, ça va être très long pour vous, peut-être pour tout le monde. Il est dans un milieu musulman depuis X années.
depuis des années, il n'y comprend rien, il pige rien, mais il parle parfaitement l'arabe. Ils l'ont exploité parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité, aucune. Vous pensez qu'il y a trouvé des repères, une famille? Des repères parce que ces filles-là se servent de lui financièrement. Ces filles-là, parce que c'est une fille qu'il a rencontrée. Vous dites quand actuellement il est avec une fille, mais toutes les autres qui étaient auparavant, elles en ont bien profité financièrement, aussi de l'argent de la drogue, je parle bien de tout, parce que c'était quand même beaucoup d'argent. Vous êtes en train de citer, le problème de son associabilité vient aussi des fréquentations qu'il a. Il a été influencé, mais même quand il était jeune, il avait des fréquentations qui l'entraînaient un peu dans comme disait son père, un peu borderline, comme disait le médecin. Exactement. Et puis c'est quelqu'un qui est très faible, qui devant moi, qui est avec moi et sa sœur, parce que nous sommes, on va dire, nous sommes ces têtes de Turcs, voilà. Avec nous, il est au-dessus de nous, voilà. Il est violent parce que vous lui dites les choses. Il est violent parce que vous lui dites que. Mais sa sœur, il la déteste. Mais il est violent parce que vous lui faites des reproches. Vous lui dites que vous trouvez que ses fréquentations sont pas celles qu'il devrait avoir. Vous lui dites. Roland, j'ai essayé la semaine dernière. Ce que je veux dire, c'est là où il est violent, c'est quand vous lui faites des reproches. Il n'a pas d'amis. Oui, mais je parle de vous là. Quand vous me parlez de violence à votre égard et à l'égard de votre fille, est-ce que cette violence, il la manifeste lorsque vous lui faites des reproches? C'est-à-dire qu'il la manifeste au moment où je lui dis, quand il est sorti, au mois de janvier, je lui ai cédé ma voiture parce qu'il devait commencer à travailler. Chose que, ma fille m'a dit, mais tu lui amènes tout sur un plateau. C'est normal. Alors suite à ça, il a quand même réussi à se prendre 4 PV avec un point en moins. C'est à mon nom. Bon, je suis dans une révolte totale. Je n'en peux plus. J'ai pensé à m'éliminer, mais je ne peux pas. Non, mais il faut pas. Non, mais c'est pas la question. Ça, depuis la mort de mon mari, voilà. Il faut pas confondre tout, Marie. Je pense que vous avez votre douleur. Alors après, il faut serrer un peu tout ça. Vous avez votre douleur de femme, de maman, d'abord de femme parce que vous avez perdu votre mari. Ça s'est fait très brutalement. Vous aviez plutôt une vie épanouie et heureuse avec votre mari, semble-t-il. Et là, il y a ce manque qui vous soucie. De l'autre côté, vous avez un fils qui, depuis le départ et depuis déjà très longtemps, vous pose de sérieux problèmes. Donc, il y a une certaine violence latente, et puis cette violence s'exprime après 36 mois de prison. Après, j'imagine qu'il n'a pas de travail aujourd'hui. Vivre dans un foyer, dans le cadre de la semi-liberté, c'est pas, voilà, ça doit être aussi compliqué pour lui. Et puis on le sait, même si quand on a fait autant de temps de prison, on sort pas indemne de ça. Ouais. Donc, est-ce que si vous faisiez simplement, si vous aviez la possibilité de l'aider, de l'écouter, d'être peut-être plus douce avec lui? Je ne fais que ça. Quand il est sorti, je dis bien, il s'est servi de moi pendant 1 mois. Je l'ai emmené à la poste parce que il avait un cumul d'argent de son ancien travail qu'il fallait déposer puisqu'il est fiché à la Banque de France. Il est fiché. La seule possibilité, je me suis renseignée avant qu'il sorte, c'est la poste qui pouvait lui prendre cet argent. Sinon, c'était vraiment bloqué. Donc, voilà. Bon. Avant qu'il sorte, j'ai fait Pékin Express entre le tribunal et oui, mais ça vous l'avez aidé. Non, mais c'est bien que vous l'ayez aidé. Mais c'est normal. Bon, c'est normal. Part. Oui, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais vous savez, Monica nous dit, il faut remonter encore plus loin. Cet homme, votre fils, donc n'est quand même pas né asocial, provocateur, violent et borderline. Il est né comme tout enfant au début, né dans une famille avec sa sœur, semble-t-il. Elle est plus jeune, sa sœur? 2 ans. 2 ans plus jeune. Donc sa sœur, votre mari, vous étiez une famille unie. Il s'est passé quelque chose, forcément, il s'est passé quelque chose dans son enfance qui tout d'un coup l'a rendu une certaine arrogance, semble-t-il, asociale, comme le rappelle Monica. Il s'est passé quelque chose, donc il faut peut-être réfléchir à ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir trouver toute la solution aujourd'hui et l'aider, mais peut-être
Peut-être que lui demande aussi un peu d'affection, un peu de douceur, il l'est pas aujourd'hui avec vous, j'ai bien compris, il a une violence aujourd'hui, mais si vous arriviez juste à vous poser, à lui parler les quelques heures où il vient vous voir l'après-midi, lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas juste régler au jour le jour les problèmes. Je veux comprendre pourquoi. Je ne peux pas, Roland. Je ne peux pas. Vous n'arrivez pas à parler avec lui? Je n'arrive pas. Ouais. J'ai essayé justement de le coincer dimanche dernier. J'ai dit, écoute, on va s'asseoir, on va parler, on va discuter. Mais calmement, gentiment. Je lui ai dit, voilà, j'ai à te parler. J'ai dit, est-ce qu'on peut régler le problème des PV? Oui, Moi, mais vous lui parlez de problèmes qui sont... Mais ça l'intéresse, mais ça peut pas l'intéresser. Quand on est en foyer, qu'on a fait 36 mois... Non, Marie, quand on a fait 36 mois de prison, qu'on est en foyer l'après-midi, le soir, et qu'on est en semi-liberté, sincèrement, je pense que les PV, c'est le cadet de ses soucis. Non, je pense qu'il faut lui parler de son comportement de façon générale, de son avenir, de comment vous pourriez l'aider pour améliorer sa vie, pour éviter qu'il récidive, pour éviter qu'il retourne dans une spirale qui l'amène demain à reproduire encore un schéma d'infraction ou autre. Donc, il faut voir comment vous pouvez l'aider, voir comment vous pouvez le comprendre, voir ce qui s'est passé à un moment donné dans sa vie. Alors, je sais pas si c'est peut-être pas un moment donné d'ailleurs, ça peut être plusieurs moments de sa vie, mais rediscuter un petit peu du passé, lui dire voilà que vous êtes fatigué aujourd'hui, que vous êtes sa maman, que vous n'êtes pas parfaite probablement, mais que vous aimeriez aujourd'hui renouer avec lui dans un climat plus serein, que vous aimeriez l'aider, que vous l'aimez, que c'est votre fils, qu'il a sa sœur, qu'il a une famille, que vous pourriez peut-être redémarrer sur des bases plus saines, en essayant de se comprendre, en essayant de s'expliquer, que vous êtes là aussi pour écouter, peut-être qu'il a des reproches, parce que vous avez envie de lui parler, mais peut-être que lui aussi a peut-être des choses à vous dire, si tant est que vous arriviez à l'aider à parler. Peut-être que vous pourriez consulter ensemble un médiateur familial, un psychologue ensemble, où vous pourriez essayer de comprendre ce qui s'est passé, où il accepterait, vous lui dites voilà, moi je veux bien t'aider, mais aussi il faut qu'on s'entraide entre nous, il faut qu'on arrive à discuter même avec une tierce personne. Je peux pas accepter ta violence. Je suis ta mère, il y a un respect que tu dois avoir pour tes parents. Comme moi, j'ai le respect, tu es mon fils, et j'ai du respect de façon générale, mais tu es mon fils, et je veux te respecter et t'aimer. Donc, il faut peut-être briser la glace aujourd'hui et ne pas rentrer dans sa spirale infernale qui est de ne régler que les petits problèmes ou les gros problèmes du quotidien liés à sa mise en foyer aujourd'hui. Il faut aller plus loin, il faut dépasser ça. Je pense que c'est le temps, il est peut-être temps d'aborder les vrais sujets qui ont posé, je dirais, les jalons de vos problèmes. Voilà, il va bientôt être minuit, Marie. Voilà, c'est facile probablement de dire ce que je viens de vous dire. C'est peut-être beaucoup plus facile de le dire que de le vivre, parce que j'imagine que votre quotidien est extrêmement compliqué. Atroce. Mais je l'entends, je le comprends. C'est atroce, je suis seule, désemparée. Alors, il faut peut-être vous mettre avec votre fille pour parler, peut-être un tiers si vous aviez un ami de la famille ou quelqu'un. Ma fille c'est fini, moi je lui ferme la porte, c'est terminé. Je veux plus. Je veux l'enlever du livret de famille, je veux l'enlever de partout. Non, il faut pas en arriver là, parce que je pense que aujourd'hui je me suis fait traiter de catin, je me suis fait traiter tous les noms. Oui, mais je pense que c'est... Là, il va être minuit, Marie, oui, je sais, malheureusement. Si vous voulez rester avec nous, et je vous reprends juste après le journal. J'aimerais bien, parce que je n'ai personne à qui parler. D'accord, alors je vous propose de vous garder et de vous reprendre juste après le journal de minuit. Merci. D'accord. Et si vous décidiez ce soir de vous exprimer, de vous confier, la Libre Antenne est justement là, ouverte au 39 21 pour accueillir vos appels. Tout ce qui vous touche, nous touche.
nous renvoie souvent à nos propres questions. Et c'est d'ailleurs pour cela que les auditeurs de la Libre Antenne se mobilisent le soir pour apporter leur contribution par le biais de SMS au 7 39 21, en faisant précéder leur message du mot nuit. Et puis il y a également le site internet, rubrique Libre Antenne, où vous pouvez également nous adresser vos courriels. Quentin reçoit donc vos appels au 39 21 et Fabrice Fougerousse poursuit la réalisation de cette émission. Europe 1, Roland Pérez. Marie. Oui. Voilà, comme promis, j'ai réfléchi pendant le long journal à votre question. On va juste rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, votre histoire, l'histoire plutôt de votre fils. Vous avez eu aujourd'hui un clash avec votre fils qui est en semi-liberté. Il a purgé une peine d'un peu plus de 3 ans pour des faits de drogue. De commerce de drogue. Et aujourd'hui il est en semi-liberté, il dort dans un foyer, il vient vous visiter quelquefois, parfois l'après-midi, et lors de vos rencontres vous subissez sa violence verbale, parfois même sa violence physique, et vous êtes totalement perdu, et vous nous dites que ce n'est malheureusement pas nouveau, puisqu'à la suite du décès de votre mari il y a 8 ans, et même avant, votre fils a toujours eu un comportement quelque peu asocial. C'est bien cela, Marie ? Oui, exactement. Alors, on a pas mal de messages, Marie, et justement, Monica nous dit quelque chose de très vrai. Dit-elle, il n'y a pas un quelconque accompagnement en semi-liberté, un référent à qui Marie pourrait demander de l'aide sans renvoyer son fils derrière les barreaux. Alors en fait, je me rappelais qu'il existe ce qu'on appelle un psychologue qui est en charge du parcours d'exécution de peine. Alors en prison, il y a évidemment des psychiatres et des psychologues, mais il y a qui sont attachés au centre ou pénitentiaire, mais et qui sont également attachés au parcours de semi-liberté. Il y a des psychologues. Peut-être que vous pourriez appeler alors peut-être le bureau du juge de l'exécution qui a décidé de placer votre fils en foyer dans le cadre de cette semi-liberté, lui demander si vous pourriez pas rencontrer un psychologue, tout cela pour l'aider, pas pour dénoncer des faits quelconques, juste pour voir dans quelle mesure vous pourriez, vous et lui, être aidés, et parce que forcément il doit être suivi par un juge de l'application des peines, par des personnes déléguées de ce juge, et peut-être parmi eux, y a-t-il un psychologue qui est en charge du parcours d'exécution de votre fils, de peine de votre fils? Est-ce qu'il y a, je dis bien mon fils, cette personne en question, mon fils, a toujours refusé, il n'a jamais voulu voir qui que ce soit. Alors, il y a autre chose. Vous savez, on a beaucoup parlé des prisons ces derniers temps, tout ça. Bon. Et quand on va en prison, quand on va visiter quelqu'un, nous les familles, on est largués. On est face à un mur, voilà, on voit personne, c'est tout juste si on rase les murs pour se faire tout petit. Donc, on voit personne. Moi, le seul lien, le seul contact que j'ai pu avoir, c'est avec son médiateur, en fait. La personne qui s'occupe de lui, en l'occurrence, de 300 personnes. Son référent, donc, c'est un référent. Voilà, oui, je me rappelle plus du nom, mais moi je l'appelle le médiateur. Et de temps en temps, j'appelais pour savoir comment il allait, comment il se comportait. Et il me disait toujours oui, je l'ai vu, oui, ça va, bon, ça va. Et puis justement avant qu'il sorte, il m'a dit je pense que il vaut mieux qu'il sorte parce qu'il s'ennuie, il a besoin de travailler, et puis on va lui donner la semi-liberté. Vous sentez que votre fils a envie de travailler? Ah, il travaille, il a toujours travaillé. Là, il travaille aujourd'hui? Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a très quand il y a très longtemps, il a passé son permis poids lourd et routier, on va dire. D'accord, donc aujourd'hui, il travaille, oui. Il travaille la journée, donc. Oui, parce qu'en fait, quand ils sortent comme ça en semi-liberté, ils sont obligés de justifier d'une activité, oui. Voilà. Mais il faut qu'ils trouvent, ils font des CV, ils apprennent un peu tout ça. Et puis, donc, par intermédiaire de plusieurs CV, il a trouvé. Et son travail se passe bien?
Bon, je pense que ça se passe très bien parce que là-dessus, bon, je suis honnête, je peux te dire qu'il a toujours travaillé, il a bien travaillé, il a toujours travaillé. Donc le problème se passe plus avec vous qu'avec les... Ce qu'il y a actuellement, il se passe quelque chose en lui, il a une rage, je comprends très bien, mais je ne peux rien y faire. Il se passe que, comme par rapport à son travail, il est obligé de partir, il commence à 5 heures le matin. Donc il part à 4 heures, mais il doit réintégrer à 16 heures. Il doit rentrer. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'organisation de cette semi-liberté le pousse... Oui, parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit oui, j'en ai marre. Mais très, voilà, comme si... En même temps, il peut se confier qu'à vous. Oui, auprès de qui peut se confier, Roland, Marie? Ça, je comprends très bien, mais ça fait 45 ans que je l'écoute. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade, là, c'est... Oui, mais aujourd'hui, il a besoin de vous plus qu'à n'importe quel autre moment de sa vie. Mais ça a toujours été très conflictuel. Alors, ce besoin, combien de fois il m'a dit, mais j'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire que aussitôt, je l'aide. En même temps. 2 heures plus tard, il va me dire, j'ai pas besoin de toi. Marie, ce que j'entends dans cette violence, c'est qu'il est très attaché à vous. Pardon de vous dire ça, Marie, mais il aurait le choix quand même de ne pas venir vous raconter son quotidien. Il aurait le choix de ne pas venir se plaindre auprès de vous. Il aurait la possibilité, s'il est si asocial que ça, il n'aurait pas besoin effectivement de venir vous voir. Il a 45 ans aujourd'hui. En même temps, vous restez sa seule oreille, son seul point d'ancrage. Alors oui, malheureusement, il l'exprime mal, il l'exprime avec cette violence qui est souvent inacceptable pour vous, et je le comprends, et c'est très difficile au quotidien de vivre. Mais pardon de vous dire ça, j'ai l'impression quand même que c'est une forme d'amour quand même, c'est une forme de très grand attachement. Mais je comprends, Roland, ce que vous voulez me dire, je sais parce que bon, quand beaucoup de fois, il me dit ah oui, maman, je t'aime, il sait demander pardon. Mais en fait, ça fait une vie ça fait comme le crocodile, exactement pareil. Exactement pareil. Ça veut dire quoi comme le crocodile? Le crocodile qui mange d'abord les personnes et après il pleure. Et pendant ces 3 années, je n'ai cessé de l'aider. Je n'ai cessé de l'aider financièrement, de toutes les manières, d'aller chercher son linge. Et croyez-moi que c'était pas une partie de rigolade. Oui, mais là, bon, est-ce qu'il a pris la mesure? C'est votre téléphone qui nous fait un bruit d'oiseau? C'est quoi? J'ai prévenu ma fille un petit peu pour qu'elle écoute parce que j'aimerais bien qu'elle. D'accord. J'aimerais bien qu'elle comprenne parce que bon, ma fille, elle est aussi dans un désarroi pas possible. Mais oui, je comprends. Parce que elle est démunie. Puis ma fille, c'est pas quelqu'un qui consulte. Elle travaille beaucoup, et c'est la seule personne que je peux parler. À qui vous pouvez parler, oui. Voilà. Ah oui, c'est votre. Je n'ai personne actuellement, Roland. Je n'ai personne. Et c'est très difficile. Mais c'est pour ça qu'on prend le temps de discuter ce soir, Marie, que je vous ai repris après le journal de minuit, parce que je pense qu'il fallait encore un petit peu discuter ensemble. Je pense encore une fois que oui, vous l'avez aidé pendant ces 3 ans, c'est malheureusement normal. Il n'a que vous, il était dans une situation, Mais c'est trop. Je ne sais pas, peut-être que. Je veux dire, tout le monde, on s'est dit peut-être qu'il y aura un déclic. Le déclic. En sortant. Oui, mais là, le déclic, il peut peut-être l'avoir juste après la semi-liberté. Là, cette semi-liberté va durer combien de temps? Alors, au mois de septembre, normalement, il doit repasser chez la proc, on va dire, ou chez le proc, je ne sais pas comment on dit. Et par rapport à ces mois qui se sont écoulés, ils vont juger si le comportement, s'il travaille, s'il est rentré à l'heure, voilà. D'accord. Il y aura peut-être là une liberté conditionnelle. Voilà. Mais tout ce que je garde pour moi, je veux dire. Je pense que là, Marie, il va falloir que vous œuvriez encore, que vous preniez encore un peu sur vous. Qu'il y ait vraiment une patience, que vous fassiez preuve encore de beaucoup de patience. Je sais que c'est compliqué pour vous parce que vous avez vos propres problèmes, vos propres désarrois, vos propres manques à l'égard de votre mari. Mais je pense que beaucoup. Mais je pense que et vous auriez eu besoin de votre mari aujourd'hui pour affronter ça, Marie.
Mais je pense qu'il faut pourtant que vous l'affrontiez parce que c'est votre fils et que vous pouvez pas couper aujourd'hui avec votre fils. Vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui est très touchant quand vous dites qu'il y a des moments où il s'écroule et il vous dit maman je t'aime. Moi c'est ce que je retiens quand même, c'est que il a c'est comme un enfant gâté qui aujourd'hui, alors que c'est loin d'être un enfant gâté compte tenu de ce qu'il vit, et j'excuse pas parce que je pense il faudrait qu'il prenne conscience. Il faudrait qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait pour pas qu'il récidive, mais je pense que vous devez cette fois-ci lui dire écoute, je vais encore t'accompagner une dernière fois parce que je veux t'aider à sortir de cela. Je veux que tu retrouves ta place dans la société, je veux que tu te réinsères, je veux que tu travailles et que tu puisses rentrer, que tu aies un chez toi, que tu puisses reconstruire ta vie, que tu puisses rencontrer quelqu'un. Je veux t'accompagner pour ça, mais sache que je ne t'accompagnerai pas une deuxième fois si tu récidives. Donc je vais être patient avec toi comme toi tu dois l'être aujourd'hui, avec toi-même et faire en sorte que ces dernières semaines, ces derniers mois se passent le mieux possible pour que tu puisses sortir de ce que tu considères être un enfer aujourd'hui. En même temps, tu as purgé une peine pour ce que tu as fait, qui était des faits délictueux graves. Tu as été condamné. Aujourd'hui, tu as payé ta peine à la société. Très bien, je vais t'accompagner pour t'aider encore. Mais voilà, moi aussi j'ai mes propres problèmes, moi aussi je suis fatigué, moi aussi ton père me manque, moi aussi Roland, je suis voilà. Il peut l'entendre, vous pouvez lui dire je suis fatigué, tu me vois comme ça debout, mais moralement je suis détruite. Il faut aussi qu'il entende vos difficultés et ce que vous ressentez, comme vous l'entendez lui. Il faut lui dire j'entends ce que tu vis, mais je te demande aussi d'entendre ce que moi je vis aujourd'hui. Et voilà, et je veux bien t'aider, mais je vais t'aider une dernière fois. Quand je dis une dernière fois, c'est au moins pendant ce passage difficile de cette semi-liberté, de prison et de cette semi-liberté. Je pense avoir été là. Mais je n'irai pas au-delà. Non, donc je ne pourrais plus. Voilà. Mais dites-lui voilà, c'est la dernière ligne. Je t'aime. Ça ne veut pas dire je ne t'aime pas. Je t'aime. Je t'aime comme une mère aime son fils, aime son enfant. Je me dois de t'aider et je vais encore le faire une dernière fois. Mais après, il va falloir que tu te prennes en main, que tu assumes ta vie, que tu fasses les bons choix et qu'on partage enfin un peu de quiétude, un peu de répit, parce que c'est là, ça devient impossible. Voilà, moi je pense que et puis il faut, c'est ce que nous dit d'ailleurs beaucoup d'auditeurs, vous devriez, Marie, évidemment vous faire aider, c'est ce que vous vouliez d'ailleurs en nous appelant ce soir, mais je pense qu'il va falloir que vous consultiez également quelqu'un pour vous faire aider, un psychologue, un thérapeute qui va vous accompagner et avec qui vous allez pouvoir parler plus profondément de tout ce qui s'est passé, de cette vie difficile que vous avez eue avec votre fils, pour qu'on essaye de comprendre vous aussi un certain nombre de choses, et puis voilà, on a une autre auditrice qui dit qu'elle vous comprend, que vous êtes seul, que ce n'est pas évident. Les enfants parfois peuvent être très durs. Elle est de tout cœur avec vous. Elle vous dit Marie, courage, vous faites ce qu'il faut, mais parfois cela ne suffit pas. Je vous laisse mon portable, on va vous le donner hors antenne si un jour vous voulez parler. Voilà. Donc les auditeurs sont très émus de ce que vous vivez, Marie. Là, je vais vous laisser. Vous allez pouvoir appeler votre fille. Qui a peut-être envie de vous parler aussi, elle nous a peut-être écouté. Et puis prenez, si vous le pouvez, je sais que c'est difficile, prenez votre fils dans les bras, dites-lui calme-toi, arrêtons de crier, arrêtons d'être violents, viens sur mon épaule, prenez-le un peu dans les bras, laissez-le aller, dites-lui voilà, laisse-toi aller. Moi aussi je suis fatiguée, moi aussi je suis détruite, moi aussi voilà, on a chacun nos difficultés de vie. Aidons-nous tous les deux, faisons en sorte que tu repartes d'un bon pied dans quelque temps, et puis voilà, et puis peut-être que au mois de septembre, il va pouvoir reprendre enfin possession de sa vie, mais ne rompez pas en tout cas aujourd'hui le dialogue, vraiment, je crois qu'on est sur la dernière ligne droite, il a vraiment besoin de vous. Il faut tenter de l'aider une dernière fois, au besoin même, faites-vous accompagner vous pour essayer d'obtenir cette force que évidemment vous manque aujourd'hui. D'accord, Marie ? D'accord. On vous embrasse très fort, Marie. Je vous remercie infiniment. Merci à tous les auditeurs aussi. Merci. Voilà, attendez, je lis un message de Pascal qui nous dit: votre fille, comment va-t-elle, Marie? Puis peut-être ça serait bien que vous puissiez aller en repos, peut-être que vous puissiez prendre quelques vacances, nous dit-elle, avec votre fille. Et elle aussi, elle laisse son numéro, vous pouvez demain l'appeler. Voilà, et elle nous dit de lire un livre qui s'appelle Parents à perpétuité. Ouais. Je
Je remercie infiniment tout le monde. Voilà, on vous embrasse très beaucoup. fort. Merci. Et c'était Joey Ramone qui avait laissé son téléphone. Pardon, je suis un homme, il n'avait pas signé, c'est pour ça que je n'avais pas vu. C'était Joey Ramone qui a laissé son numéro. C'était donc pas une femme, une auditrice, c'était un auditeur. Voilà, c'était lui qui voulait vous parler. Bon, si... Comment je le... on va vous donner son téléphone et c'est vous qui le recontacterez. D'accord. D'accord, merci beaucoup. On vous embrasse, Marie. Je vous remercie infiniment. Merci, au revoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Merci de nous avoir joints en 3921. Merci à vous. Racontez-nous, Christelle. Vous allez me dire c'est la routine, mais bon, pour moi, ça devient vraiment un fardeau. Mes relations avec des hommes sont vraiment chaotiques. J'ai écouté votre précédent interview avec la dame et son fils. Ouais. Bon, mon fils, c'est vrai, je l'ai eu à 16 ans. Il a fallu que je gère, que j'aille en cours, etc., la crèche, etc. J'ai caché à mes précédentes relations que j'avais un enfant parce que c'était source de conflits, de ruptures, etc. Et maintenant que mon fils a bientôt 18 ans, je me sens seule, triste. Les copains que j'ai, c'est vraiment l'enfer. Ce sont des mecs géniaux, etc. Mais comme par hasard, je leur corresponds pas ou je sais trop quoi. Et donc là, en ce moment, bon, mon fils va bientôt prendre son envol avec sa copine. Moi, je vais... Bon, la routine, vous allez me dire peut-être, je me retrouve seule, désemparée entre guillemets, triste. Voilà, je me dis à 33 ans, j'ai l'impression que... Ouais. Allez-y, Christelle, oui. Je me retrouve à 33 ans, je me dis que j'ai l'impression d'être à la retraite. C'est grave, quoi, parce que même pour construire une vie, même pour travailler ou autre, si on n'a pas à côté une relation amoureuse, etc., ça devient hyper difficile, quoi. Ça devient même, on se demande, on cherche un sens à sa vie. Christelle, pardon, vous avez quel âge ? 33 ans. Et vous avez un fils de 18 ans ? Bientôt, il a 17 ans et quelques mois, bientôt. Mais vous l'avez eu très très jeune alors ? À 16 ans, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était votre premier amour ? C'était Comme dans toujours mes relations amoureuses, je suis la seule à aimer. Parce que dès qu'il a su que j'étais enceinte, il est parti. Donc la routine, hein, les jeunes filles de cet âge-là... Vous dites plusieurs fois la routine, on va revenir dessus, parce que c'est drôle que vous disiez toujours ça, la routine. Vous avez l'impression que la vie est une routine en ce qui vous concerne et que ce qui vous arrive arrive à tout le monde. Mais avoir un enfant à 16 ans, non, ça n'arrive pas à tout le monde. J'espère bien. Et le fait que vous ayez un enfant à 16 ans et que le papa qui avait quel âge ? 17 ans. Et oui. C'est pas non plus la routine d'avoir un enfant avec un jeune homme de 17 ans et bon alors après qu'il assume pas c'est quelque chose aussi d'un peu exceptionnel tout ça, donc c'est pas la routine, Christelle. Il faut déjà que vous vous disiez que vous avez déjà vécu quelque chose d'un peu exceptionnel. On porte pas de jugement, mais c'est toujours un peu exceptionnel. Comment vous avez fait pour élever votre fils ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vos parents vous ont aidé ? Comment vous avez fait ? Non, j'ai une mère très sévère. Déjà, elle m'enfermait parce que mes frères et tout ça, ils me laissaient enfermer, ils me présentaient pas à ses amis, ils me disaient que j'étais une honte d'avoir fait ceci, cela. Ma mère, elle me reprochait que ses amis me voyaient enceinte. Elle avait l'impression d'avoir raté son éducation. Donc, j'étais enfermée. Quand j'étais enceinte, j'étais enfermée. Et à la maison, je sortais pratiquement pas. Et quand je sortais, c'était les amis du père de mon enfant qui me traquaient. À l'école, on me mettait dans un coin, on rigolait. Non, c'était vraiment l'enfer. Et quand j'allais à l'hôpital pour les examens, j'étais seule. J'ai toujours été seule et ce sentiment m'a détruit. Ah oui, donc vous avez quand même eu une adolescence... un enfer. On vous a volé votre adolescence, de toute façon, déjà. Oui. Malheureusement, en devenant maman, ou heureusement, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, en devenant maman si tôt, on vous a volé votre adolescence et vos parents n'ont pas essayé de vous aider ou de comprendre de vous accompagner en tout cas dans cette grossesse. Et quand l'enfant est né, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vécu avec lui chez vos parents ? Comment vous avez fait ? Oui, j'ai vécu chez ma mère. Mon père, je ne l'ai pas connu parce qu'on a quitté... je suis ivoirienne, donc on a quitté le pays quand j'étais bébé. Je suis venue en France, donc je connais que la France, donc voilà.
Et c'est ma mère qui s'est occupée de nous 4, donc c'était très difficile. Il a fallu qu'elle soit très sévère avec nous pour nous garder, pour qu'on réussisse, etc. Ce qui a été le cas. On a tous eu des diplômes, on a tous sorti. Mais votre maman a donc gardé le petit au départ? Ma mère, ça a été déjà quand j'étais enceinte. Elle voulait pas me voir, elle m'était dans un coin. Elle s'occupait de moi, mais elle voulait pas que je sorte pour ne pas que ses copines lui fassent la réflexion, etc. Quand l'enfant est né, elle a voulu l'encaparer, garder mon fils, le prendre comme le sien et s'en occuper. Voilà. Et il a fallu que je me batte encore contre ma mère pour que je lui dise ça va. Je suis assez grande, je peux m'en occuper si j'ai pris la décision. Donc, il a fallu que je me dispute avec ma mère. Voilà. Mais vous êtes resté quand même chez votre maman avec le petit? Oui, mais comme j'avais des frères, on est 4 dans la famille, 2 filles et 2 garçons, et qui devenaient adolescents, et la cohabitation était impossible. Donc, il fallait que je trouve un appartement. Et quand j'ai annoncé à ma mère, j'avais 17 ans et quelques mois et bientôt 18 ans. Et j'ai dit à ma mère que je voudrais prendre mon appart et pour l'enfant, quoi, aussi, parce qu'il a besoin d'un cadre sain, voilà, et calme, et pas des adolescents qui pètent un câble, etc., qui crient et qui s'énervent dans tous les sens. Il a besoin d'avoir un cadre serein, etc. Et c'est ce que vous avez fait. Je me suis fait prendre... Voilà, et je me suis fait prendre une bonne claque. En fait, je me suis fait tabasser pour ça, et c'est mes frères qui sont venus nous séparer. Enfin, moi, je subissais, ma mère et moi, parce qu'elle voulait pas que je quitte le domicile familial. Oui, elle pensait bien faire, votre maman. En fait, elle le faisait peut-être avec une certaine violence, mais je crois que compte tenu de votre jeunesse, quand même, votre grande jeunesse, quand vous avez eu cet enfant, elle croyait bien faire. D'une part, en se disant que vous deviez poursuivre votre vie et faire vos études, et de l'autre, en élevant cet enfant dont elle pensait qu'elle était plus à même de pouvoir l'éduquer et l'élever que vous. Et ça a été cette même violence dont elle a fait preuve à votre égard lorsque vous avez voulu quitter le giron familial. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pu partir? Oui. D'accord. J'ai attendu mes 18 ans, j'ai trouvé un appartement. Elle n'était pas contente, elle rechignait à venir dans l'appartement. Donc voilà. Et comment vous avez vécu financièrement, matériellement? Comment vous avez fait? C'était très très dur parce que mon fils était à la crèche. J'allais en cours, il fallait que je termine mes études, mon bac, donc je l'ai passé, etc. Donc c'était très dur. Je vous cache pas, c'était très dur financièrement. En fait, entre guillemets, je me sacrifiais pour mon fils pour qu'il soit bien, et moi, alors, vous travaillez limite, ouais. Je portais des vêtements déchirés, etc. Ouais, mais vous aviez finalement, c'est votre maman qui vous aidait ou c'est vous qui travailliez en même temps que vous faisiez vos études? Non, parce qu'elle m'en voulait d'être partie, donc elle m'aidait pas. Donc j'allais voir les services sociaux pour m'aider, etc. Et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de moyens, donc j'essayais de me débrouiller, etc. D'accord, donc vous avez quand même élevé tant bien que mal votre fils, en tout cas avec beaucoup d'amour. Et avec votre fils, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé jusqu'à l'adolescence où ça a été le carnage. Parce qu'il a jamais vu son père? Non. Son père n'a jamais voulu le voir? Vous avez jamais pu essayer de renouer avec le papa? J'ai essayé de renouer avec lui, mais il a toujours eu une attitude assez immature envers lui. Je lui ai dit, il avait quel âge mon fils? Je crois 3 ans environ. J'ai essayé 3 ou 4 ans. J'essaie de renouer les liens, ouais. Les relations, voilà. Et il a appelé, il m'a promis qu'il allait le rappeler le lendemain. Je dis que les choses, moi, ce que je veux, c'est que tu renoues la relation avec ton fils. Mais moi, n'espère rien de mon côté. Moi, c'est surtout pour l'enfant, parce qu'il en a besoin. Et il m'a fait faux bon. Il m'a dit oui, je vais le rappeler un autre jour. Heureusement, je l'ai pas dit à mon fils. Et il l'a pas rappelé, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai dit c'est bon, tu nous as assez fait souffrir. Parce qu'on a eu une relation protégée. C'est lui qui a voulu l'enlever, qu'il assume. Je veux dire, moi de mon côté, je lui ai expliqué, ma mère elle lui a dit quand j'étais enceinte, tu vas lui dire qu'on ne veut pas d'aide financière, etc. On veut juste qu'il soit présent pour l'enfant. Il a pas accepté. Moi, après, quand l'enfant a eu 3 ou 4 ans, je lui ai refait appel à lui parce que l'enfant, je suis estimée qu'il en avait besoin. Et il m'a fait faux bon, il a promis des choses. J'ai dit c'est bon, stop.
j'en ai assez, j'ai pas envie de ressouffrir et l'enfant n'a pas besoin de souffrir. Donc, Et l'enfant aujourd'hui, ou l'enfant juste avant, n'a pas cherché à joindre son père? C'est vrai qu'il a eu une adolescence très difficile. Il voulait plus aller en cours. C'était un très très bon élève jusqu'en CM2. Il faisait partie des 3 premiers de sa classe. En 6e, il a dit qu'il voudrait avoir son autonomie, travailler, etc. C'était un vrai carnage en fait. Entre guillemets, il m'a menti. Il a foutu bordel. 3e, 4e, il a foutu sa scolarité. Ouais, Christelle, c'est difficile de se dire que son père ne veut pas le voir, qu'il a été rejeté, que... J'entends. Il a écouté votre histoire, vous lui avez raconté un peu dans quelles conditions il est né, que c'était au départ une jolie histoire d'amour, même si vous étiez très jeune avec le papa, qu'il est le fruit quand même d'une relation certes de 2 adolescents, mais de 2 adolescents qui en tout cas s'aimaient, et qu'il a entendu tout cela? Vous lui avez expliqué? Je lui ai expliqué. Est-ce qu'il a entendu? Telle est la question, parce que à chaque fois dans sa colère, etc., on a eu affaire à des éducateurs, etc. Ça revient à plusieurs éducateurs, plusieurs psychologues. Ça revient, mais Qu'est-ce qui revient? Il revient cette histoire, votre cette histoire. colère. Oui, cette colère. C'est difficile de se sentir. Encore une fois, je le disais, quand on vit avec des gens vivants, avec lesquels on a une relation biologique, et que ces personnes qui sont vivantes, qui vivent sur la même terre que vous, qui sont peut-être pas très loin de vous, refusent de vous voir, refusent de reconstituer le lien qui a fait qui est un lien normalement indestructible, qui est celui de parents et d'enfants, et que vous avez ce rejet, c'est difficile dans sa tête c'est comme s'il y a une espèce d'opprobre, d'espèce de honte qui le touche, et c'est une espèce de violence tout à fait légitime. Donc c'est normal, Christelle, qu'il ait vraiment qu'il ressente cela. Toujours est-il, aujourd'hui, il a réussi à bâtir une relation sentimentale, puisqu'il va prendre son envol, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il va partir vivre. Tout à fait. Ouais, mais il faut dire qu'il y a eu une sacrée violence que j'ai dû subir juste au point d'aller aux urgences. Donc, violence physique, vous voulez dire? Pardon, oui. Violence physique? Oui, physique, morale, etc. Mais là, ça s'est un peu calmé parce que mes frères sont venus un peu l'expliquer, le calmer, etc. Que ta mère, elle a fait tout son possible. Bon, je lui ai expliqué, voilà, qu'il doit pas le prendre pour lui. Il vous fait des reproches, Christelle? Oui. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Il me reproche de ne pas être là pour lui, de ne pas l'aimer. Bon, moi, je lui décris, je lui explique. Je lui dis, comment tu peux me dire ça, étant donné que je suis là, malgré tout ce que tu as fait, j'ai toujours été là, je t'ai toujours protégée, quitte à me faire insulter, dénigrer, rabaisser. Et tu le sais très bien que ça a été hyper dur pour moi. J'ai fait des dépressions pendant des mois et des mois. Mais pourquoi il vous dit ça? Enfin, j'ai compris que vous lui ramenez au passé, vous lui ramenez le passé, vous lui expliquez ce que vous avez fait, comment vous l'avez élevé, etc. Ça, c'est acquis. Mais pourquoi aujourd'hui? Quels sont les reproches qu'il vous fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il formalise comme reproche? Ça ni queue ni tête. Bon, après, il me dit oui. Quand j'étais enfant, bon, c'est vrai que c'était très dur. Je suis mère seule. Il fallait que je le canalise. Quand l'école me disait que c'était un gamin qui était pas sage, malgré qu'il avait des bonnes notes, il était un peu dissipé. Il était hyper actif. Malgré que je le mettais dans plusieurs activités extrascolaires. Pour qu'il trouve ce qu'il aime, mais il me reprochait de lui reprimander, Ça, c'était etc. avant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reproche aujourd'hui? Il ressasse les mêmes choses. Je dis, il faudrait que tu oublies, que tu avances. La vie, ce n'est pas ça. Tu vois bien que tes amis... Aujourd'hui, il en est où? Aujourd'hui, vous dites qu'il va vivre avec quelqu'un. Il en est où? Il passe son bac? Qu'est-ce qui se passe? En septembre, il était au lycée. Je l'ai même mis parce qu'il y a eu l'éducateur qui a dit, il a jugé bon qu'il fallait qu'il y ait une séparation pour calmer les choses, pour que l'enfant il comprenne les choses, etc. Je l'ai mis à l'internat là où il voulait, bon, dans un quartier entre guillemets un peu huppé et qui me coûtait vraiment très cher. Pour que moi, à la limite, c'est pas grave. C'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis écrasée pour lui.
je me suis dit, bon, voilà. Est-ce que vous ne lui répétez pas trop, en fait, que vous vous êtes sacrifié, écrasé, que vous avez fait beaucoup de choses pour lui? Est-ce que j'essaie de comprendre, hein, Christelle. C'est pas un reproche que je fais, mais j'essaie de comprendre. J'entends. Est-ce que vous ne le lui dites pas trop souvent que vous vous êtes finalement sacrifié pour lui? Je lui dis, quand il commence, par exemple, là, il s'est fait virer. Donc là, je lui ressasse ça. Mais avant, non. Quand je le mets, parce que si vous voulez, vous avez une relation forcément un peu fusionnelle avec votre fils. Vous l'avez élevé seul, quasiment. J'imagine que vos frères étaient peut-être un peu la figure paternelle, d'une certaine manière. Oui. Ils venaient un peu, vos frères. Ils venaient un petit peu s'occuper de lui, se mêler un peu de son éducation. Oui, mais je ne voulais pas qu'il ait cette figure paternelle. Parce que mais c'est important qu'il ait une figure masculine, en tout cas, qu'il ait une figure mais pas venant de mes frères. Mes frères, c'est mes frères, ce sont ses oncles. Oui, non, mais qu'il ait une figure paternelle de son père. Non, mais ça peut être des oncles. Mes frères venaient l'apprendre, par exemple, à faire du vélo. C'est mon frère. Donc donc il a une relation quand même avec. Il a eu ses oncles qui l'ont un peu construit, structuré. Ce qui est important, Christelle, c'est que vous ne pouvez pas le rendre responsable finalement de sa naissance, des conditions dans lesquelles vous avez été amené à l'élever. Je comprends bien que vous avez fait ce que vous pouviez faire et vous avez formidablement fait les choses quand on se retrouve 16 ans enceinte, que le garçon qui a 17 ans et que sa famille vous rejette, que votre propre famille dans ses mœurs, dans ses traditions a du mal à accepter votre grossesse et le fait que vous gardiez cet enfant dans ces conditions alors que vous étiez vous-même en pleine adolescence et en pleine construction. Tout ça, on le comprend, on l'entend et bravo à vous d'avoir pu mener ce chemin et ce combat aujourd'hui. En revanche, ce qui est compliqué pour cet enfant qui n'a rien demandé, qui a aujourd'hui 17 ans ou 18 ans, qui construit sa vie, c'est même s'il a une violence, c'est certain qu'il a cette violence du fait de l'absence de son père, du fait du rejet de son père, du fait que, mais c'est pas éternel, peut-être que ce père qui a votre âge aujourd'hui, qui a 34 ans, je sais pas s'il a d'autres enfants, mais peut-être qu'un jour, il va se réveiller, ou peut-être que votre fils plus âgé essaiera de le contacter lui directement, et peut-être qu'ils auront enfin une discussion qu'ils n'ont pas pu avoir toutes ces années. Ça va être son problème à lui quand il pourra l'assumer. Mais vous, je pense que vous ne pouvez pas lui-même, il ressasse peut-être son passé parce qu'il n'avait pas son père, mais vous-même, vous ne devez pas ressasser de la même manière votre vécu avec lui et la façon dont vous l'avez élevé. Aujourd'hui, vous avez fait quelque chose de formidable, tant mieux. Si aujourd'hui, il a l'occasion de pouvoir lui-même construire sa vie avec cette jeune femme, il fait peut-être finalement ce que vous faisiez vous à l'époque, à votre âge quasiment. Donc, je pense qu'il faut l'accompagner, l'aider, et puis le laisser faire aussi construire sa vie. Et vous allez peut-être pouvoir enfin avoir la vôtre et vous poser un petit peu, Christelle, parce que vous n'êtes pas beaucoup posé de toutes ces années. Vous êtes à la fois extrêmement jeune et vous avez vécu quand même des choses qui sont extrêmement difficiles. Vous avez tout à fait raison, mais quand j'essaie de m'approcher de lui calmer, il est hyper violent, hyper réticent. Il me rejette, quoi. Et j'entends bien ce que vous venez juste de me dire. Il va pas vous rejeter longtemps. Là, vous êtes un petit peu tous les deux en cercle un peu fermé, c'est-à-dire que vous ressassez l'un et l'autre. Laissez-le prendre son envol, laissez-le prendre ses distances. Voilà, et je pense que vous avez fait beaucoup de choses. C'est ce que nous disent d'ailleurs tous les auditeurs. Hein. Vous avez tout fait, et c'est ce que nous dit Pascal. Il faut pas toujours lui dire la même chose. Il culpabilise votre fils. Voilà, il y a le valet de cœur qui nous dit: demain est le premier jour du reste de votre jeune vie. Servez-vous de cette force que vous avez pour vivre enfin pleinement pour vous. Voilà, on va finir là-dessus, sur ce que nous dit valet de cœur, et je suis d'accord avec lui. Il faut que vous puissiez enfin penser un petit peu à vous, tout en restant toujours là, attentive à votre fils. Mais il n'y a aucun homme qui veuille de moi. Mais vous allez voir. Vous allez enfin peut-être vivre autre chose. Vous êtes extrêmement jeune. Prenez le temps maintenant de vivre ce que vous n'avez pas vécu. Prenez un peu de légèreté, Christelle. Vous en avez besoin. Je vous embrasse très fort, Christelle. Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté, et merci aux auditeurs et leur message est si réconfortant. Je vous remercie beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien. Tant mieux. Et je vais continuer mon combat avec mon fils. Non, c'est pas votre combat, c'est votre fille. Arrêtez. C'est votre fille. C'est votre vie. C'est pas votre combat, c'est votre vie. On continue sa vie, on continue pas son combat. Je vous embrasse. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
Au revoir. Et nous allons achever cette libre antenne avec Capucine. Bonsoir Capucine. Oui, bonsoir Roland et bonsoir à tous les auditeurs. Ils sont nombreux, de nombreux auditeurs nous écoutent Voilà, et vous écoutent et nous donnent leur bienveillance, nous communiquent leur bienveillance. Pascal nous disait d'ailleurs pour la jeune femme qui nous a appelé tout à l'heure pour son fils, qu'il reviendra au nid, votre fils, nous dit Pascal. Voilà, et Joël Ramon de préciser, les enfants, c'est un crève-cœur, et c'est aussi pour votre fille que vous nous appelez Capucine. Oui, voilà. Je suis déjà passée à l'antenne cette semaine avec Caroline. Oui. Alors, au sujet de ma fille de 19 ans qui se drogue. Et ma question de ce soir est celle-ci. Un ami m'a conseillé une hospitalisation de force. D'office, oui. Et ma question est d'ordre un petit peu juridique parce que je ne sais pas comment ça se passe. C'est pour ça que je vous appelle vous, parce que je sais que vous êtes dans la partie, que vous pourriez peut-être me renseigner. Et d'autre part, je suis vraiment très désemparée, j'ai très très mal au cœur parce que si je fais un acte comme ça, elle a énormément confiance en moi. J'ai un lien affectif avec elle très puissant, fort, si vous voulez. Et j'ai peur de la perdre après. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Oui, mais vous avez raison, il faut l'aider. Mais au niveau de la santé, elle est en train de se détruire. Voilà, c'est ça. Et je la vois tous les jours se détruire et je trouve. Quel type de drogue? C'est du cannabis? Elle fait un mélange. Non, elle a commencé par le cannabis et maintenant elle en est au LSD que j'en ai trouvé dans sa chambre et de l'ecstasy. C'est le milieu dans lequel elle évolue, c'est ses amis, c'est elle seule. Comment est-elle tombée là-dedans? C'est depuis qu'elle fait des études dans un lycée professionnel. En fait, ça fait depuis 3 ans. Là, elle est en terminale, elle doit passer le bac dans quelques jours et elle m'a dit qu'elle voulait plus continuer. D'accord. Et elle a rencontré des jeunes qui... Elle a rencontré un amoureux, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si elle est vraiment amoureuse de lui parce qu'elle m'en a parlé d'une façon très néfaste, très négative de lui, mais en tout cas, elle est sous son emprise. Alors, j'ai bien compris. Vous disiez, vous parliez de confiance. Elle a une grande confiance en vous. Parce que c'est elle. Parce qu'elle vous parle de ce qu'elle prend, de ces substances qu'elle prend. Et elle vous dit qu'elle est tombée quoi, dans un cercle vicieux, ou elle vous dit qu'elle en a besoin, ou elle vous dit qu'elle aimerait s'en sortir? Non, pas du tout. Elle m'a simplement dit qu'il y a 2 semaines qu'elle se droguait, qu'elle prenait des drogues dures. Et j'avais l'impression que c'était un appel au secours. Et voilà, mais quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se soigne, qu'il fallait qu'elle voie un psychologue... Parce que le fait qu'elle vous dise, le fait qu'elle sait que ça va la détruire, elle sait qu'elle rentre dans une dépendance, elle sait tout ça. Donc c'est une façon quand même de lui demander de vous aider. C'est vrai que c'est rare, généralement ils s'enferment dans leur monde et ils savent que le reste, et surtout les proches, vont tout faire pour les dissuader alors qu'ils ont envie de rester dans ce monde-là. Vous me dites aussi que ça fait peu de temps qu'elle a évolué vers ces drogues difficiles et dures. Moi, je pense que si vous l'accompagnez d'abord voir un psychiatre avant même de l'emmener, parce qu'une hospitalisation d'office c'est quelque chose d'assez violent. C'est la demande d'un tiers. Effectivement, vous êtes Alors après, il y a toute une procédure. C'est fait avec 2 médecins qui vont établir l'un et l'autre l'obligation mais encore faut-il avoir vu ces médecins. Donc, il faut déjà passer par des phases de consultation en ville, peut-être de psychiatre que vous pourriez voir avec elle en lui demandant de vous accompagner en disant voilà, elle veut pas, puisqu'elle a confiance en vous, elle ne veut pas aller. Elle ne veut pas. Parce que de toute façon, vous pourrez pas. Alors le médecin traitant ensuite il faut que votre médecin traitant fasse un certificat, mais il faudrait qu'il puisse avoir accès, qu'il puisse l'avoir, qu'il puisse voir un peu son évolution pour savoir si effectivement c'est aujourd'hui le seul moyen de pouvoir tenter de la sevrer. Donc il faut 2 certificats. En fait, la procédure, c'est 2 certificats à plusieurs jours d'intervalle, qui sont adressés au préfet du département. Et c'est le préfet du département ou le sous-préfet qui va prendre cette décision d'autoriser une hospitalisation à la demande d'un tiers, d'office à la demande d'un tiers. Et à partir de là, elle va rentrer effectivement dans un hôpital où elle va rester, alors c'est une espèce de semi-prison, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas sortir pendant plusieurs jours. Et puis un médecin tout de suite, psychiatre du centre où elle sera admise,
va de nouveau la suivre et l'examiner pour savoir si cette hospitalisation s'est faite de façon un peu abusive ou si au contraire, compte tenu de sa jeunesse, compte tenu des drogues qu'elle absorbe, compte tenu de ce que peut-être on est au début d'un processus qui est encore réversible, il y a une possibilité vraiment de la sevrer et de l'aider. Parce que je pense que si elle en est là, c'est qu'elle a une certaine fragilité, une certaine influence. Vous vivez avec le papa de votre fille ? Oui. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Il est assez désemparé. C'est moi qui agis en fait. Et elle a confiance en lui aussi ? Elle discute avec lui ou elle ne parle qu'à vous de ça ? Elle se confie davantage à moi parce que c'est peut-être je suis maternelle, donc c'est une fille, donc les filles se confient, je pense, davantage à leur maman. Elle m'a dit de ne pas en parler à son papa, et bon, je lui en ai parlé quand même. En lui demandant de ne pas en parler à sa fille pour pas qu'elle le sache. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu délicat. Alors, à la fois, j'ai envie de vous dire, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'elle est entrée dans ces drogues, dans ce monde terrible de ces drogues dures. Oui. Peut-être que c'est le moment où effectivement il faudrait déclencher quelque chose pour l'arrêter. Et puis en même temps, c'est perdre tout contact et toute confiance en elle si ça marche pas, si demain ça ne marche pas, si finalement elle ressort de là et puis elle recommence et là cette fois-ci vous aurez perdu le contact et la confiance. Je l'aurais perdu Donc complètement. alors c'est ce que nous disent d'ailleurs les auditeurs là. Alors Régis lui dit il faut passer par cette HDT, cette hospitalisation d'office à la demande d'un tiers. Oui. Pascal nous dit coucou Capucine. Elle dit aussi qu'il faudrait faire cette hospitalisation d'office. Et puis Didou de Paris nous dit je crois qu'il ne faut pas déclencher l'hospitalisation d'office. Il faut que votre auditrice, donc vous, Capucine, vous perséviez il faut vraiment que vous continuez à aider votre fille. Et puis alors après Pascal qui nous redonne la procédure que je vous ai indiquée. Il y a 2 phases avec un médecin. Il y a un premier qui va diagnostiquer cette nécessité d'hospitaliser votre fille. Et puis voir ma fille, parce qu'elle ne voudra pas avoir de médecin. C'est moi qui vais lui dire dans quel état elle se trouve actuellement, mais elle ne voudra pas aller voir le médecin. Et un addictologue, nous dit Doudou. Un addictologue, est-ce que ce serait pas peut-être mieux qu'un psy si vous lui parliez d'un addictologue ? Quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de choses. Vous savez ce que je vais vous proposer, Capucine ? Je le fais jamais, mais je vais vous proposer demain de commencer l'émission avec vous. Oui. Je suis désolé parce que là il va être 1 heure et voilà, on est enfermé dans un délai pour la libre antenne. Mais on va réfléchir parce que c'est une décision difficile et je veux pas que vous preniez la mauvaise décision et vous avez raison. Et je pense que les auditeurs aussi sont de bons conseils. Kate nous dit peut-être que vous pourriez emmener votre fille en vacances pour essayer de la sortir un peu de ce milieu, peut-être la sortir du lycée professionnel, peut-être qu'elle redouble ailleurs ou qu'elle passe son bac différemment. Enfin, il y a plein de choses peut-être à faire avant d'en arriver à cette difficile mesure. D'accord, je vous embrasse et vous serez la première auditrice demain. Merci Capucine. Merci.